Il est 7 heures à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 11 juin 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, il devrait faire un peu moins chaud aujourd'hui, avec 35 degrés comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, la digitalisation de l'administration fait des pas de géant et vient de franchir un palier supplémentaire. Avec la présentation hier au comité de pilotage de ce processus de nouvelles applications relatives à la gestion optimale des actes d'état civil et des ressources humaines du secteur public, les applications ont été présentées au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre régional de division Abdoulaye Maïga à la primature. Le point sur les retombées de ces applications avec Mamadi Koné dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 11 juin 2025, le gouvernement entend faire des inondations un mauvais souvenir dans notre pays. Pour ce faire, des travaux de curage des caniveaux et collecteurs ont été engagés dans le pays et doivent coûter la bagatelle de plus de 2 milliards de francs CFA. Hier, la ministre en charge de l'environnement a visité certains chantiers. Elle déclare être satisfaite de leur évolution. Et puis, chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit aujourd'hui son dossier sur le plastique, une matière qui a envahi notre environnement, les solutions mises en œuvre, les acteurs engagés, les résultats obtenus et les défis persistants sont évoqués dans ce numéro. Enfin, en sport football, au plan national, il est question des deux dernières rencontres de la Coupe du Mali des dames et la dernière journée du championnat national de première division. En Europe, l'attaquant polonais Robert Lewandowski décide de ne plus porter le maillot de son pays jusqu'à nouvel ordre. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Djumatina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la digitalisation de l'administration vient de franchir un palier supplémentaire avec la présentation hier au comité de pilotage chargé de cette digitalisation de nouvelles applications. C'était au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation régionale de division Abdoulaye Maïga. Le logiciel de gestion de l'état civil et le projet de système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales ont été présentés aux membres du comité de pilotage. Ces différentes actions qui s'inscrivent dans le cadre de la digitalisation de l'administration procurent de nombreux avantages à en croire les experts. Le Premier ministre a félicité les experts pour la qualité des différentes applications avant leur présentation au chef de l'État dans les jours à venir. Compte rendu, Mamadi Koné et Ali Outouri. Près de 5 mois après sa création, l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil développe, en relation avec le CTDEC, Centre de traitement des données de l'état civil, une application destinée aux structures de santé et à l'état civil. Une action qui s'inscrit dans le cadre de sa mission d'identification des moyens électroniques, la conception, la production et l'authentification des actes d'état civil, à savoir naissance, mariage et décès. L'application est présentée aux membres du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Commandant Simbo Keïta, directeur général de l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil. C'est une application qui permet la gestion de tous les actes d'état civil. Ça passe par l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. En réalité, tous les documents qui sont délivrés par des centres d'état civil. Ces avantages sont multiples. De un, ça va permettre déjà une gestion centralisée des données. Et bien sûr, ça permet également de digitaliser l'administration, notamment tout ce qui est gestion, vérification, authentification des actes d'état civil. Ça sera fait automatiquement par les administrations. Les citoyens peuvent accéder à leur acte de naissance, bien sûr, depuis leur ordinateur portable ou leur téléphone portable. La deuxième présentation du jour porte sur le projet du système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH. Les échanges font l'état d'exécution des travaux d'interconnexion au serveur du SIGRH, l'état d'exécution des travaux d'installation de la fibre optique et du réseau local au niveau des services gestionnaires des ressources humaines. Ibrahim Sempara, secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État. Ce système embrasse l'ensemble des bases de données qui ont existé jusqu'ici, aussi bien au niveau du bureau central de la solde,
de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel, de la Direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des institutions de la République, des autorités administratives indépendantes. Toutes ces bases de données qui existent sont fusionnées aujourd'hui dans une seule base qui est donc le système intégré de gestion des ressources humaines. Alors ce qui a été fait ces derniers jours, c'est de déployer ces systèmes au niveau de l'ensemble des services gestionnaires des ressources humaines pour déployer les systèmes au niveau de toutes ces structures à travers justement l'interconnexion. Alors un réseau de fibres optiques de la Société malienne de transmission et de diffusion a été utilisé pour ce faire. La qualité des deux présentations a été reconnue par les membres du comité. Le Premier ministre a remercié les experts pour le travail abattu avant de demander un chronogramme de déploiement du logiciel sur les actes d'état civil. Déjà, il a annoncé la création d'un comité ad hoc qui proposera un agenda unique pour la présentation très bientôt au président de la transition des différentes applications et plateformes développées dans le cadre de la digitalisation de l'administration. Je vous le disais en titre, réduire les inondations dans notre pays pendant l'hivernage qui s'installe déjà. Voilà l'enjeu des travaux de curage des caniveaux et collecteurs engagés par l'État le mois dernier. Les travaux avancent à la satisfaction de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui a visité hier les collecteurs de Dianéguéla et de Missabougou. Le coût global de l'opération qui s'étend sur l'ensemble du territoire national s'élève à plus de 2 milliards 600 millions de francs CFA. Compte rendu, Youssouf Diakité. Contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population du district de Bamako en particulier et celle du Mali en général, c'est en substance l'objectif des travaux de curage des collecteurs et caniveaux, un programme initié par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est pourquoi le ministre se rend à Dianéguéla et à Missabougou pour constater l'effectivité des travaux sur le terrain. Doumbouya Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous avons lancé déjà les travaux de curage des caniveaux et des collecteurs depuis le 15 mai dernier. Donc nous sommes venus voir si toutefois les entreprises sont en train d'honorer leur engagement par rapport au contrat. Ce que j'ai vu, c'est satisfaisant, mais il y a beaucoup à faire. Comme nous avons commencé par Dianéguéla, le taux d'exécution c'est à peu près à 22%. Pour le cas de Missabougou aussi, ils sont à 80%. Donc, eux, quand même, avant le délai, normalement, ils doivent pouvoir terminer avec le curage du collecteur. C'est 2 mois et demi. Il s'agit de réduire considérablement les risques d'inondation avec comme objectif la sécurisation des personnes et de leurs biens. Doumbouya Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'État est en train de fournir des efforts dans ce sens pour qu'il n'y ait pas vraiment trop d'impact au niveau des inondations parce que le curage même des collecteurs rentre dans ce cadre-là. Mais il faudra quand même dire à la population aussi que ces ouvrages ne sont pas faits pour jeter des ordures ou bien pour mettre quoi que ce soit là-dedans. C'est fait uniquement pour le drainage des eaux de pluie. Donc je vois beaucoup de familles qui sont branchées au niveau des collecteurs, au niveau des caniveaux. Ça, c'est pas permis. Dans les prochains jours, nous allons quand même prendre des mesures également dans ce sens pour qu'il n'y ait pas assez d'inondations cette année. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Le coût de l'opération s'élève à 2 milliards 600 millions. C'est financé par le budget national et puis le projet Pruba à travers la Banque mondiale. En tout cas, le gouvernement est à pied d'œuvre pour prévenir les inondations. Tout autre chose à présent. Dans le cadre de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement, l'ONG Join for Water organise un symposium national sur le thème la sécurité de l'eau et la résilience climatique, restaurer les écosystèmes et lutter contre la pollution pour un accès durable à l'eau. Les panels au centre du symposium doivent permettre aux participants d'identifier les défis majeurs, de documenter les impacts et de la pollution pour un accès durable à l'eau dans les communes bénéficiaires du projet. Les échanges se tiennent à Bamako. Compte rendu, Fademba Keita. L'ONG Join for Water organise ce symposium national dans le cadre de son programme intitulé « Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-économique autour de Bamako ». Les présentations thématiques et techniques au centre des échanges ont trait à l'éducation environnementale, à la restauration des écosystèmes pour un accès durable à l'eau et à la pollution plastique des milieux aquatiques. Madame Fomba Bintou Traoré, coordinatrice pays de l'ONG Join for Water Protos.
l'urgence. Cette journée sera marquée par des présentations d'experts sur les enjeux de la pollution, l'accès à l'eau et le changement climatique, des partages d'expériences locales et des témoignages, mais aussi un panel sur la problématique liée à l'eau qui sera animé au cours de cette journée. Bintou Sidibé, secrétaire général de la mairie de la commune rurale du Mandé, porte-parole des communes bénéficiaires. Depuis 2022, nos populations bénéficient des appuis de John for Water Protos, leur permettant d'augmenter leurs revenus et d'améliorer les conditions de vie de nos ménages. Cet espace d'échange et de partage sur la problématique majeure de l'accès durable à l'eau s'inscrit dans le cadre des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement et de la journée mondiale de l'environnement. Patrick Deboc, ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali. La Belgique et ses partenaires de développement et de l'humanitaire sont fiers de leur partenariat de longue date avec le Mali pour relever les défis liés à l'eau, à l'environnement et au climat. Nos programmes répondent aux besoins des communautés maliennes, renforcent leur capacité de résilience et d'adaptation aux effets du changement climatique. Moussa Diarra, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce symposium se veut un espace de réflexion collective, de dialogue inclusif et de partage d'expériences entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les communautés locales et les chercheurs. Agir pour restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer la gouvernance de l'eau, protéger les bassins versants et construire une résilience socio-économique durable. L'ONG John for Water Protos, à travers ce symposium, entend pallier le stress hydrique croissant susceptible d'affecter en 2100, selon les prévisionnistes, la sécurité alimentaire, la santé publique, la stabilité sociale et le développement local. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso où la lutte contre le terrorisme s'écrit aussi à travers les pages d'un livre. Comprendre pour mieux combattre, l'auteur tchadien Dr Jacob Hermé Bédé explore les méandres du terrorisme en Afrique dans son ouvrage intitulé « À qui profite le terrorisme ?» Dédié à Ouagadougou, le livre revient sur les typologies de la menace, le rôle des États, les enjeux et les perspectives. De Ouagadougou, Céline Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso nous en dit plus. L'essai littéraire À qui profite le terrorisme en Afrique est suscité par un certain nombre de questionnements, notamment sur les violences, les conflits et les morts en Afrique. Pour son auteur et sociologue de formation, il est impérieux d'en identifier les bénéficiaires et dédie d'ailleurs ce livre au VDP. Dr Jacob Hermé Bédé. J'ai eu l'honneur de servir au sein d'une milice d'autodéfense dans mon pays, le Tchad, entre 1979 et 1981. Cette période a marqué le début de mon engagement en faveur du souverainisme et du changement qui m'a conduit à fonder le Conseil révolutionnaire du peuple tchadien en réfléchissant aux souffrances que l'Afrique a subies pendant la période de l'esclavage, la période de la colonisation, que ce soit à travers les pillages, les razzias, les déportations. Il est impossible de ne pas s'interroger sur les causes du terrorisme. Selon le présentateur de l'ouvrage, l'auteur va au-delà des clichés et décrit les différentes typologies de leaders terroristes. Ses implications représentent aussi des lueurs d'espoir. Aboubakar Dao, écrivain et critique littéraire. C'est un livre bien écrit, facile à lire. C'est un livre petit dans son format, par le nombre de pages, mais c'est un livre grand par son contenu, grand par les idées qui y figurent, grand parce que l'auteur a eu le courage de dire ce qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux, mais il a pris sa plume pour dire ses convictions, sa pensée, pour répondre à une question qui apparaît sur la première de couverture avec un gros point d'interrogation rouge. À qui profite le terrorisme en Afrique? Beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, beaucoup de structures en profitent malheureusement. Mais il y a un espoir. Cet espoir-là veut qu'il y ait une coopération internationale pour que l'Afrique, les Africains puissent se défendre. Le livre est destiné à tous les Africains conscients de la situation actuelle du continent et épris de sa souveraineté selon son auteur. À qui profite le terrorisme en Afrique est un ouvrage de 99 pages et est disponible dans les librairies au prix de 4 000 francs CFA. Et le second de l'actualité AES qui nous conduit au Niger, où le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Mahaman était hier à Bermo pour constater les dégâts causés par la tentative de vol à main armée du véhicule à la préfecture du département.
Le compte-rendu de Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, accompagné du secrétaire général de la région et des membres du conseil régional de sécurité, est allé sur place à Bermou pour constater de visu les dégâts après une tentative de vol à main armée de véhicules du district sanitaire de Bermou stationnés à la préfecture de Bermou. Les malfrats, au nombre de 5, ont tenté vainement de voler ce véhicule qu'ils ont défoncé. Après une riposte des éléments en place, ces bandits ont pris la fuite et ont abandonné un chargeur garni, une arme blanche et une clé volée dans le véhicule cambriolé. Après la poursuite engagée par la patrouille départementale mixte, les efforts des forces de défense et de sécurité du département d'Abalak ont permis de mettre la main sur le véhicule des malfrats et des investigations de ces forces de défense et de sécurité ont permis d'appréhender un des malfrats. Le gouverneur de la région de Maradi est venu donc encourager et féliciter les forces de défense et de sécurité et les a exhortés à plus de vigilance. En s'adressant à la population de Bermou, le gouverneur de la région de Maradi a rappelé le contexte sécuritaire de notre pays et les menaces qui pèsent sur le Niger. Il a appelé la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité car cet événement malheureux ne peut être anodin. Il les a exhortés à la vigilance et prêté main forte aux forces de défense et de sécurité, notamment en renseignement. Une réunion du Conseil régional de sécurité élargie au Conseil départemental de sécurité de Bermou, présidée par le gouverneur de la région de Maradi, président du Conseil régional de sécurité, a permis d'évaluer la situation sécuritaire dans le département de Bermou et les dispositions à prendre. Et plusieurs autres questions d'intérêt régional ont été abordées au cours de la réunion. L'actualité hors des frontières de l'AES à présent, guerre au Soudan. La famine menace plusieurs zones au sud du Khartoum. Le programme alimentaire mondial appelle la communauté internationale à agir immédiatement en augmentant les financements. Le PAM a constaté des niveaux sévères de faim à Djebel Oulia, une ville située à environ 40 km au sud du Khartoum. Depuis avril 2023, la guerre civile qui oppose l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la plus grave crise humanitaire dans le monde selon l'ONU. Autriche, 10 personnes dont des élèves tués par balle dans un établissement scolaire de Crash. Le chancelier autrichien Christian Stocker a déploré hier une tragédie nationale et décrété 3 jours de deuil dans le pays alpin. Après avoir commis les crimes, l'assaillant s'est donné la mort dans les toilettes, a précisé la police, qui s'est refusée à toute spéculation sur son mobile à ce stade. Parmi les victimes figurent des élèves et au moins un adulte dans cet établissement scolaire au niveau du collège-lycée. Les lieux ont été rapidement sécurisés et évacués et les adolescents pris en charge par une cellule de crise. États-Unis d'Amérique, un couvre-feu est entré en vigueur hier soir dans le centre de Los Angeles que Donald Trump a promis de libérer d'une invasion, selon lui, d'ennemis étrangers. Cela se passe au 5e jour d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Des dizaines de manifestants demeuraient dans le centre-ville à l'heure de l'entrée en vigueur du couvre-feu. Depuis vendredi, la deuxième plus grande ville américaine à forte population d'origine hispanique est le théâtre de heurts face-à-face protestataires dénonçant des raids de la police fédérale de l'immigration contre les sans-papiers et les forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Ces affrontements sont néanmoins restés sporadiques et localisés. La page sport dans un instant. L'actualité sportive de cette édition porte sur quelques nouvelles en plus bref en Europe, notamment la décision de l'attaquant polonais Robert Lewandowski de ne plus porter le maillot de son pays jusqu'à nouvel ordre. Au plan national, il est question des 2 dernières rencontres de la Coupe du Mali des Dames et la dernière journée du championnat national de première division. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Football au plan national, il ne reste plus qu'une journée pour boucler la première édition du championnat national professionnel Ligue 1. Le champion étant déjà connu, à savoir le Stade Malien de Bamako. Cette dernière et 26e journée démarre demain jeudi avec 2 matchs au Stade Mamadou Konaté. À 16h, Afrique Football Elite AFE affronte le Djoliba Athletic Club. Et à 18h15, l'AS Bakardian croise l'US Bougouba.
Vendredi, l'AS Police joue contre l'USFAS au stade Mamadou Konaté. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, Binga FC se mesure aux 11 créateurs de Nyarela. Et fin du championnat national samedi avec 3 rencontres, dont Association sportive de Korofina ASCO, stade malien de Bamako. Foot féminin, les 2 derniers quarts de finale de la Coupe du Mali des dames se jouent demain jeudi au stade Wenzen Koulibaly. En première heure, il y aura AS Police Amazon de la commune 5. Et juste après, l'USFAS sera face à AS Entente. Déjà, l'AS Real de Bamako et l'AS Mandé avaient décroché leur qualification pour les demi-finales aux dépens de Saramaya et Lac Tombouctou. Dans le cadre de la fenêtre FIFA, outre des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde dans certaines zones, plusieurs rencontres amicales internationales étaient également prévues hier mardi. C'est ainsi que l'Algérie affrontait la Suède. Menés 4-0 à la 56e minute, les Fennecs vont se réveiller et n'étaient pas loin d'arracher le nul. Finalement, la Suède gagne 4-3. Le Sénégal, lui, jouait contre l'Angleterre, les Freelands, une des grosses pointures du football européen. Ayant ouvert le score dès la 7e minute par Harry Kane, les Anglais vont être malmenés par les Lions de la Teranga qui vont d'abord égaliser, puis créer la sensation en gagnant 3-1. Quelques nouvelles en plus bref. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a commencé son travail, notamment la préparation pour le mondial des clubs. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a dirigé sa première séance d'entraînement en présence de 11 joueurs de l'équipe première et 10 joueurs du centre de formation. Xabi Alonso fera ses débuts le mercredi 18 juin contre Al Hilal lors de la première journée dans le groupe H au compte de la Coupe du Monde des clubs. L'expérimenté technicien italien Claudio Ranieri décline le poste de sélectionneur de l'Italie que lui avait proposé la Fédération italienne de football dans la perspective du licenciement du coach Luciano Spalletti après la rencontre contre la Moldavie. Ranieri n'a pas manqué de remercier le président de la fédération pour cette marque de confiance et estime qu'après réflexion, il a décidé de rester à la disposition de l'AS Rome. Signalons que Ranieri est sorti de sa retraite en novembre dernier pour venir au secours de la Roma qui était en difficulté. Affaire à suivre. L'attaquant vedette de la Pologne, Robert Lewandowski, décide de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale polonaise tant que le sélectionneur Michael Probierz serait en poste. Ce dernier a décidé de lui retirer le brassard pour le confier au milieu de terrain de l'Inter Milan Zelensky. Une décision mal vécue par Robert Lewandowski, meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 85 buts en 158 sélections. Le sélectionneur, pour sa part, dit avoir assumé son choix de changer de capitaine tout en laissant la porte ouverte à son attaquant emblématique. Chronique de l'environnement. Après les constats alarmants sur la pollution plastique au Mali, place aux réponses. Dans ce deuxième numéro de notre spécial sur la quinzaine de l'environnement 2025, nous explorons les solutions mises en œuvre, les acteurs engagés, les résultats obtenus et les défis persistants. Car si la volonté est bien là, la bataille contre le plastique à usage unique ne fait que commencer. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Face à l'urgence environnementale, plusieurs alternatives sont aujourd'hui proposées au plastique à usage unique. Nyerga Oulé Dambélé, directeur national du contrôle des pollutions et des nuisances de l'ACPN. Les alternatives proposées au sachet plastique à usage unique sont entre autres l'adoption d'un texte législatif interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques en République du Mali. Que ces sachets plastiques soient biodégradables ou non, il faut carrément les interdire. Ensuite, il faut faire la promotion des fibres de dattes. Au-delà de ça, il y a la participation active quand même du Mali au comité intergouvernemental des négociations sur les pollutions plastiques, où la voix du Mali prône la gestion écologiquement rationnelle et holistique des plastiques. Et cela prendra en compte la conception, l'utilisation, le traitement et l'élimination des sachets plastiques. Nous avons aussi la promotion des paniers de la ménagère réutilisables. Maïga Fatoumata Sokona,
coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. En plus de cela, nous avons certaines unités industrielles qui se sont engagées à faire la production en masse des sacs écologiques et particulièrement les sacs en papier. Là, c'est très important parce que sans une production en masse, on ne peut pas vraiment avoir le résultat escompté. Parce que quand tu dis à la population, n'utilisez pas cela, il faut leur dire, utilisez cela. Et si cela est disponible, l'utilisation va être très facile. Pour étendre leurs options, les autorités s'appuient sur des partenariats stratégiques. Nyerga Oulé Dambélé, directeur national du contrôle des pollutions et des nuisances de la CPN. Le département, à travers la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, travaille en partenariat avec des ONG. Parmi ces ONG, nous pouvons citer la Fondation Strom, nous pouvons citer les réseaux de femmes pour les droits environnementaux, nous pouvons citer Mali Folk Center, nous pouvons citer l'ONG AFAD et nous pouvons citer la Fondation Santé Environnement qui œuvre pour la protection de l'environnement en luttant contre les pollutions plastiques. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Le projet est issu du partenariat entre la Fondation Santé Environnement et la coopération espagnole pour le développement. Et parlant de la Fondation Santé et Environnement, c'est une fondation qui a une convention tripartite avec les départements clés impliqués dans la protection de la santé, ou aussi avec les collectivités territoriales à travers Grand Bamako. Donc la fondation ayant ces relations et avec ces autorités, nous avons d'abord mis en place une structure que nous avons appelée des organes de gestion du projet. Pour que cette lutte devienne une victoire durable, chacun a un rôle à jouer. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer le plastique, mais de créer une nouvelle culture du respect de l'environnement. Une culture à écrire ensemble, chaque jour, chaque mot, chaque geste. Voilà, à cette heure passée de 26 minutes à Kassaro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été dans notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.